Les chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est se sont réunis dans le cadre du sommet ordinaire de la sous-région axé sur le libre-échange. Kinshasa a mis un point d'honneur sur la paix pour favoriser le développement des États membres. Vous aurez les détails dans le développement de ce journal. Et puis, les indicateurs du niveau des échanges commerciaux entre l'Afrique et l'Inde sont au vert. On parle d'une augmentation de 59% dont le gouvernement indien s'en félicite. En revanche, la Chine reste de loin en tête les pays qui commercent avec le continent. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce journal de l'économie. La RDC a pris part au 22e sommet ordinaire des chefs d'État de la communauté d'Afrique de l'Est qui s'est tenu en Tanzanie dans la ville d'Arusha, un forum axé sur la question de libre-échange commerciaux. Prenant la parole, le Premier ministre Sama Lukonde, qui représentait le chef de l'État, a insisté sur la paix qui est un gage de développement harmonieux dans la sous-région. Suivez le détail avec Voldi Kengi. Le marché commun dans le cadre du projet des libre-échanges que veut la communauté d'Afrique de l'Est est le thème central de ces forums. La RDC, qui a été représentée par son Premier ministre, a insisté sur l'insécurité qui est un frein à ces libre-échanges souhaités de tous. C'est important de mentionner que lorsqu'on parle de la libre circulation des biens et des personnes, on parle aussi des questions sécuritaires. Parce qu'il faut assurer la sécurité de ces biens et de ces personnes. Ici, nous, République démocratique du Congo, nous réalisons que l'insécurité est un frein à ces échanges qui pourraient s'accroître si jamais dans des zones comme l'Est de la République démocratique du Congo, nous avions plus de paix. Pour le chef du gouvernement congolais, la paix est une nécessité pour apporter le développement harmonieux dans la sous-région. Et ce n'est un secret pour personne que nous nous efforçons de nous battre pour arriver à résoudre ce problème sécuritaire. Problème sécuritaire causé par des groupes terroristes, des groupes armés qui parfois trouvent leur base arrière ou même certains appuis au sein de pays membres de notre organisation. Cette rencontre de haut niveau a commencé le jeudi 21 juillet 2022. Elle a pris fin le vendredi 22 juillet de la même année. L'insécurité, on en parle encore, mais cette fois-ci dans le domaine du tourisme. Les aires protégées de la République démocratique du Congo sont menacées suite à l'activisme des groupes armés, notamment le M23 dans le parc des Virunga. En chiffres, qu'est-ce que la RDC perd dans ce secteur touristique et de la conservation de la nature? Les éléments de réponse avec le ministre des tutelles Modero Ntimba qui était aux côtés de Patrick Mouyaya. Dans mon secteur, nous perdons suite à cette guerre, en termes d'abord d'emploi, parce que là, il y a la fermeture du chantier de Rwanguba, où, ensemble avec notre partenaire, nous étions dans un projet de construction d'une centrale de 28 MW. Je vous parle bientôt de l'arrêt, ou presque, de la centrale de Louviro, qui est déjà terminée, mais il fallait maintenant se lancer dans la distribution. Nous avons une autre centrale à l'arrêt de Mutuanga. L'ensemble de ces chantiers pour développer les projets touristiques dans la zone est quantifié à plus de 70 millions de dollars. Là, je vous parle que dans la zone Rutshuru, la zone de guerre de Rutshuru, si nous allons encore aborder la fermeture de la frontière de Bunagana, c'est mon collègue des finances qui pourra vous donner, mais je pense que nous perdons pas moins de 4 à 6 millions de dollars par semaine, cette frontière. Donc, les pertes sont énormes, et c'est comme ça, comme je vous ai dit, la guerre n'est pas simplement au front. On nous fait une guerre médiatique, on nous fait une guerre politique, une guerre diplomatique, et nous ne pouvons plus continuer à faire cette guerre médiatique, même dans notre pays. Parce que nos ennemis, au Conseil des ministres, j'ai dénoncé beaucoup de Congolais parlent de la guerre en RDC, mais continuent.
Parlons à présent du programme de développement local de 145 territoires. Selon l'économiste Iber Mponga, ce projet ne peut réussir que si on fait impliquer la population. Il a dit au cours d'un entretien télévisé qu'il a accordé à Géopolis Télévision. Jojo Moulamba et Orman Monsanto. En principe, le développement, cette stratégie de développement de 146 ou 150 territoires, c'est une bonne stratégie. Donc, il va falloir trouver des solutions et des réponses aux exigences de ces différents territoires. Donc, on ne doit pas commettre l'erreur d'avoir des projets clés en main qu'on doit appliquer à tous les territoires. Non. Un projet ne réussira que si on implique la population cible. Donc on doit descendre dans chacun de ces territoires, identifier leurs besoins réels, faire un état des lieux, les impliquer, discuter avec eux, prendre même leurs idées pour enfin élaborer chaque projet spécifique à chaque territoire. Si l'on procède de cette façon-là, on implique la population cible de sorte à ce qu'ils s'en approprient après la fin du projet, on aura réussi. Mais si ce sont des projets élaborés par les gens qui sont à Kinshasa ou dans d'autres bureaux quelque part, sans descendre, contacter et impliquer la population cible, je ne serai pas optimiste pour eux. La ville de Kinshasa veut régulariser le secteur de transport des taxis-motos en disponibilisant les plaques d'immatriculation. L'opération des ventes a été lancée il y a peu, mais l'hôtel des villes vient d'émettre un moratoire de 20 jours aux tenanciers de ces engins. C'est là avant qu'ils ne procèdent à un contrôle sur terrain. L'objectif est de renflouer les caisses de la ville, mais aussi de mettre l'ordre dans ce secteur de transport des taxis-motos à Kinshasa. Enoch Issei pour le détail. C'est depuis l'an 2021 que le gouvernement provincial de Kinshasa, via son ministère des Finances et Économie, avait lancé la campagne des ventes des plaques d'immatriculation pour les motards appelés communément Wewa. Cette opération visait notamment à combattre l'insécurité dans la ville de Kinshasa et assurer la quiétude des Kinoises et Kinois, ainsi que la mobilisation des ressources financières en vue de l'amélioration des finances publiques, ce qui permettrait de doter la ville de Kinshasa des moyens nécessaires de sa politique. Malheureusement, sur le terrain, les constats restent à désirer. Ces moyens de transport qui détient un nombre important aujourd'hui, évalué à plus de 350 000 unités dans la capitale, ne se donnent pas la peine à se conformer aux règles établies. C'est ainsi qu'un moratoire de 20 jours leur a été accordé par la ville pour s'approprier de cette plaque qui coûte $32. C'était au cours de la rencontre entre l'exécutif provincial de Kinshasa, les associations et les responsables des motocycles de Kinshasa. L'hôtel des villes a également déploré les comportements des mototaximens sur la voie publique. À cet effet, le gouverneur de la ville a voulu mettre les choses en ordre en sensibilisant les Wewa de la capitale sur les comportements et un changement total en vue de prévenir des accidents comme celui qui s'est produit la semaine passée devant Aquasplash sur l'avenue des Poids Lourds. Sur ce, il a appelé aux taximens des motos communément appelés Wewa à porter dorénavant des casques ainsi que leurs clients. La réunion a tourné sur le comportement des motards sur la voie publique. Tout le monde a suivi ce qui s'est passé devant les installations d'Aquasplash. Et puis très souvent, il y a des Wewa, quand il y a un accident qui se produit, ils se font justice, ils n'affichent pas un bon comportement. C'est comme ça qu'il a plu à l'autorité de la ville de remettre les choses à jour. Et nous avons échangé, l'autorité a échangé avec les Wewa pour un peu les sensibiliser, les persuader et demander un changement total de leur comportement. Nous devons sécuriser la population et non devenir une menace, a dit Gentini Ngobila. Aussi, l'autorité urbaine a demandé aux vendeurs des motos de livrer la moto avec sa plaque
d'immatriculation. La période de récolte de maïs de la saison culturelle 2021-2022 se poursuit dans la province du Haut-Katanga. Le gouverneur de province Jacques Kaboula a effectué une visite à la ferme Jambo Mart, une plantation de 3500 hectares. L'autorité provinciale dit venir encourager les fermiers qui travaillent pour matérialiser les ambitions de son entité, les ambitions qui consistent à lutter de manière efficace contre la dépendance alimentaire dans la province. Suivez. C'est une superficie de 3500 hectares de maïs et 500 de soja que le gouverneur de province a visité ce jeudi 21 juillet dans l'avant-midi dans la ferme Jambomat sur la route de Kasenga. Jacques Ablakatoué a participé aux côtés des responsables de cette ferme à la récolte de maïs cultivé dans ce domaine agricole de la province du Haut-Katanga, récolte lancée il y a quelques jours. Avec à ses côtés son ministre provincial de l'agriculture, Arce Joseph Kayumba, le chef de l'exécutif provincial, a voulu par cette visite lancée encourager tous les fermiers qui l'accompagne dans sa politique de lutte contre la dépendance alimentaire. Je suis venu encourager les fermiers qui sont à l'œuvre depuis un certain moment sous notre encadrement, et cela pour répondre à l'appel du chef de l'État de pouvoir donner suffisamment à manger à notre population. Le moment que je viens de passer ici en dehors de mon bureau, je suis émerveillé et je crois que il y a des raisons à croire que nous sommes à mesure de travailler en collaboration avec nos partenaires pour mettre fin à la rareté de maïs sur le marché local, de sorte qu'on permette à notre population de s'approvisionner en maïs produit localement et de s'alimenter comme il se doit. Nous pensons que tout le monde doit maintenant s'inviter à cette activité et donc prochainement on pourra visiter aussi d'autres fermes. Et ici nous sommes pratiquement à 3500 hectares. Et nous les encourageons pour que cette année, qu'ils aillent à 5000 hectares de maïs. Et c'est comme cela que nous allons mettre fin à la rareté de maïs. Par la suite, le gouverneur visitera les dépôts où sont stockés des tonnes de soja. Occasion pour Jacques Ablakatoué d'inviter tous les Hauts-Katangais à s'adonner à l'agriculture afin de pérenniser sa politique de l'autosuffisance alimentaire en province. Jambomat entend réaliser cette année entre 22 et 24 000 tonnes de maïs. Signalons que depuis 3 ans, le Haut-Katanga connaît une augmentation substantielle de sa production en maïs grâce à la politique de subvention des grands et petits fermiers mise en place par le gouverneur Jacques Ablakatoué. Alors maintenant, à l'est de la République démocratique du Congo, les activités économiques, notamment les trafics des marchandises, ont repris dans l'axe Beni-Kasindi. La circulation sur cet axe routier a été arrêtée suite à l'insécurité. Les forces armées de la République démocratique du Congo et leurs partenaires, notamment l'armée ougandaise, sécurisent désormais tout convoi dans tous les deux sens. Dieudonné Bonali nous en dit plus. Axe Beni-Kasindi. De plus en plus de camions containers transportant des marchandises et autres produits de première nécessité sont incendiés et d'autres endommagés dans des embuscades des combattants des forces démocratiques alliées. IDF en sigle, depuis le mois d'avril 2022 à la hauteur du village Mingende sur la route Beni-Kasindi en territoire de Beni dans la province du Nord Kivu. Il s'agit de convois de commerçants dont des camions poids lourds visés par des tirs alors qu'ils provenaient de la cité frontalière de Kasindi en direction de la ville de Beni, affirment des témoins. Aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée selon des sources concordantes. Les passagers et les chauffeurs résistent toujours à chaque attaque à se sauver. Interrompue il y a 3 semaines, la circulation sur l'axe routier Beni-Kasindi a repris depuis le mercredi 20 juillet à la grande satisfaction des opérateurs économiques membres de la Fédération des entreprises du Congo, section Nord Kivu. Les vaillants forces armées de la République démocratique du Congo, avec les concours de leurs partenaires, l'armée ougandaise, sécurisent désormais les convois de marchandises au départ comme au retour. Vous suivez le journal de l'économie sur Géopolis Télévision. Mesdames et messieurs, place à la page internationale. L'Inde se félicite de l'augmentation des échanges commerciaux avec l'Afrique. Ces échanges ont atteint un volume équivalent à 89,5 milliards de dollars américains la période de 2021-2022 contre 56 milliards de dollars américains en 2020-2021. Malgré cette augmentation, le niveau reste tout de même très loin inférieur par rapport aux chiffres des échanges commerciaux entre le continent et la Chine.
C'est une compétition qui se joue entre les grandes puissances sur le continent africain. Dans cette course effrénée pour se tailler de part dans le marché du continent noir, l'Inde monte en puissance. Ce géant asiatique a accru sa force économique en Afrique. Ses échanges commerciaux avec le continent africain ont atteint un volume équivalent à 89,5 milliards de dollars américains contre 56 milliards durant l'exercice fiscal 2020-2021, c'est-à-dire du 1er avril 2020 au 31 mars 2021. Ce niveau d'échange a été atteint grâce à des exemptions douanières étendues à 33 pays africains, selon le ministre indien des Affaires étrangères. Ainsi, New Delhi fait un bond en avant de 59% dans ses relations économiques avec l'Afrique par rapport à sa performance précédente, mais reste loin derrière la Chine. Dans la concurrence que se livre le grande puissance sur le continent africain, Pékin est à la tête du peloton. La Chine a fait établir un record de 254 milliards de dollars enregistrés en 2021 dans ses échanges commerciaux l'Afrique. L'empire du millier dévance largement ses concurrents, notamment les États-Unis d'Amérique, dont le volume d'échanges avec l'Afrique ont beaucoup baissé, passant de 142 milliards de dollars en 2008 à 64 milliards de dollars en 2021. Enfin, en 2023, l'Afrique de l'Ouest ambitionne mettre en œuvre un marché compétitif de l'énergie électrique, mais l'atteinte de cet objectif passe nécessairement par une viabilité des sociétés du secteur. C'est l'avis des acteurs ouest-africains de l'énergie qui ont participé aux travaux du 20e congrès de l'Association des sociétés d'électricité africaines. La région ouest africaine du continent est bien en avance par rapport au marché unique de l'électricité en Afrique. Ces pays ont mis en place l'OAP, le système d'échange d'énergie électrique ouest-africain, pour créer un système d'interconnexion des réseaux électriques appelé Powerpool. Ce mécanisme permet de mieux répartir les ressources énergétiques afin d'en faire bénéficier aux pays pas très riches en énergie renouvelable. La première mission du WAP qui était d'interconnecter l'ensemble des 14 pays continentaux de l'Afrique de l'Ouest. Nous sommes en train de l'achever. Il reste juste un pays qui est la Guinée-Bissau qui reste à être interconnecté. Donc, à partir de la fin de cette année, on sera à même de faire quitter l'énergie d'où qu'il soit en Afrique de l'Ouest et l'amener où il y a le besoin. Les mix électriques varient d'un pays à un autre en Afrique de l'Ouest, avec des pays dépendant très fortement de l'hydroélectricité et d'autres ayant un mix plus diversifié. International Renewable Energy Agency envisage une montée en puissance des grands barrages hydroélectriques à l'horizon 2030, mais aussi de l'éolien en Afrique de l'Ouest. Alors, c'est dire que ce deuxième rôle des interconnexions, donc d'utiliser le maximum d'énergie verte que nous avons. Ça va nous permettre d'augmenter le volume d'énergie verte que nous avons dans la région. Et ce n'est pas tout. Les rôles des interconnexions, nous avons aussi la stabilité du réseau électrique, le partage des réserves froides. Les États d'Afrique de l'Ouest ont pour ambition de réussir l'intégration régionale dans le secteur de l'électricité, avec un taux d'électrification de 42% seulement. Selon la Banque mondiale, la sous-région a enregistré des progrès importants en la matière, mais il reste encore d'importants défis à relever pour raccorder l'ensemble de la population ouest-africaine et lui assurer une énergie fiable et abordable. Ce journal est terminé. Place au rappel des titres. Les chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est se sont réunis dans le cadre du sommet ordinaire de la sous-région axé sur le libre-échange. Kinshasa a mis un point d'honneur sur la paix pour favoriser le développement des États membres. Et puis, les indicateurs du niveau des échanges commerciaux entre l'Afrique et l'Inde sont au vert. On parle d'une augmentation de 59% dont le gouvernement indien s'en félicite. En revanche, la Chine reste de loin en tête des pays qui commercent avec le continent. Cette édition du journal touche pratiquement à la fin. Merci de l'avoir suivi et restez branchés sur le programme des Géopolis Télévision.